Alors, Brassens avait pour passion de coller un sobriquet à tous les gens qu'il approchait d'assez près, qui avaient son amitié, sa confiance. Son secrétaire, par exemple, c'était Gibraltar. Gibraltar, oui. Pierre Nicolas, ça a d'abord été Grippe Chaussette. Ouais. Et Pierrot la famine. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces deux? Ah ben, pour en revenir à la première, question, enfin, je veux dire, au premier sobriquet, au premier surnom, Gibraltar, c'est parce que il fallait passer par Pierre Onteniente, le secrétaire de Brassens, pour pouvoir aborder Brassens. Et Pierre faisait rempart, assez bien que quelqu'un a dit, ce mec-là, c'est un rock, c'est Gibraltar. On est obligé de contourner pour pouvoir. Ouais. Et de là, Brassens a appelé Pierre Onteniente Gibraltar. Pour Grippe aux chaussettes, ben c'est tout simple. C'est pour une émission de télé où un récital, Brassens avait oublié ses chaussettes. Voilà. Alors, ben, il demande à Pierre de lui prêter ses chaussettes parce que Pierre, lui, jouait debout. Donc, il y avait le pantalon qui tombait sur les chaussures et on ne voyait pas les chaussettes. Brassens, lui, il avait le pied sur la chaise. Donc, le pied, on voyait que on verrait à ce moment-là qu'il n'avait pas de chaussettes. Et donc il demande à Pierre Nicolas de lui prêter ses chaussettes. Et Pierre refuse catégoriquement de lui prêter ses chaussettes. Ce qui fait que Brassens a appelé, tu n'es pas un grippe-sous, mais tu es un grippe aux chaussettes. Voilà. Et puis, bon, par la suite, ça a été la famine, parce que Pierre avait quand même un bon coup de fourchette. Et il se servait de ce sobriquet quand il était en difficulté avec quelqu'un qui lui tenait un peu trop la jambe. Comme Brassens, tu as toujours des gens qui racontent la vie, et pourquoi vous n'avez pas chanté ci, et pourquoi vous n'avez pas chanté ça, et où est-ce que vous êtes, enfin bon, tout ça. Et Brassens ne conduisait jamais personne. Brassens était patient, était gentil, jusqu'à un certain point. Parce que après un récital, tu es fatigué, surtout que Brassens, il chantait entre 28 et 29 chansons, parfois 30, voilà. Et que sur une jambe comme ça, faire la cigogne, c'était fatigant. Ça m'est ouvert à moi-même un jour que j'étais chez lui, il m'a dit, puis alors j'ai des varices, j'ai mal aux jambes. Voilà. Et quand Brassens était un peu acculé à vouloir se débarrassé, si on peut dire, mais qu'il n'osait pas le faire, qu'il ne le faisait pas, il disait la famine, viens voir ici. Et Pierre savait très bien qu'il dit bon écoute, il faut remplir les papiers, là, je suis désolé, monsieur, excusez-nous, monsieur, madame, excusez-nous, voilà. Et il a marqué Brassens. Toi, tu l'as fait avec Pierre aussi? Oui, je l'ai fait avec Pierre. Il y avait des gens qui étaient un peu trop... Ah, oui, vous avez des gens qui racontaient leur vie et qui avaient vu Pierre à des endroits où il n'avait jamais été d'ailleurs. Voilà. Raconte-nous un petit peu le coup de l'armée. Ah ben oui, alors ça j'ai été d'ailleurs le premier étonné. Hein, parce que Pierre m'avait dit qu'il avait été réformé. Pour quelle raison, je ne sais trop. Pierre n'avait pas fait l'armée. Et un jour, un bonhomme dit « Ah, Pierre !» Tu sais, on aurait dit qu'il avait toujours connu, apparemment, il avait toujours connu. Et tu te souviens, là, ouais, et Pierre dit « Oui. Et puis à l'armée, un tel, alors maintenant, on le lit où il est mort, ou fait tout. Mais qui te raconte sa vie, tu vois. Il est vachement content de voir Pierre, il est là. Et Pierre, qui est, comme je le disais tout à l'heure, Pierre était un peu gentil aussi. Il fallait vraiment qu'il ait les glandes pour remballer quelqu'un. Il était là, oui, et à l'armée, il rencontrait tel régiment, tel type, tel colonel, ça me paraissait un peu bizarre, ça, quand même. J'ai dit, peut-être que tu as mal compris ce qu'il t'a dit un jour. Bon, là, enfin, le type, ça va. Et là, je dis, bon, Pierre, je m'amène, je lui dis, Pierre, tu
tu sais qu'on a des papiers à remplir, hein, pour l'URSSAF, pour aussi le Carbalas, les droits d'auteur, enfin bon, il dit, oui, allez, excusez-nous, monsieur. Et là, j'embarquais Pierre, et je le libérais de cette pègue-là, un peu un mot provençal, peut-être que ça ne passera pas, mais enfin. Et puis quand même, je lui dis, mais dis donc Pierre, là, ce type-là, il te parle de l'armée, tu m'as pas dit que tu n'avais pas fait l'armée? Il me dit, mais j'ai pas fait l'armée. Il me dit, mais alors les souvenirs de ce type-là à l'armée, tu disais oui. Ah, il me dit, je sais pas qui c'est ce type, moi. Je n'ai pas voulu lui faire de la peine. Alors, j'ai répondu à ces questions, tu vois. Voilà. Ben, c'était ça, Pierre. Il avait sous parfois un air bougon, et ben, il avait suffisamment de courtoisie, de gentillesse pour ne pas remballer ce type, pour le mettre, pour finalement le mettre mal à l'aise, parce qu'il aurait été mal à l'aise, le type. Parce que tu as des gens qui pensent qu'ils ont vu Pierre Nicolas, qu'ils l'ont vu à tel endroit, à telle date, alors qu'il n'y était pas, tu vois. Il y a des fois des questions qu'on te pose. Je sors un peu du répertoire Brassens, si on peut dire. Mon ami Nicole Rieu, la chanteuse, il lui est arrivé un truc aussi. Cette dame vient le voir à la fin du spectacle et lui dit ah, vous savez, je me suis régalé, notre tour de chant est tout à fait remarquable. Mais elle lui dit à Nicole, vous chantez plus avec Alain Barrière? Et là, la dame, elle confond Nicole Rieu avec Noël Cordier. Noël Cordier qui chante Tu t'en vas. Et c'est vrai que Nicole Rieu et Noël Cordier avaient à peu de choses près le même look, la même tessiture de voix, voilà. Et Nicole, qui n'avait évidemment jamais chanté avec Alain Barrière, elle dit à la dame, mais madame, je suis désolé, mais je n'ai jamais chanté avec Alain Barrière. Et la dame lui dit, vous êtes sûr? Tu vois, un éclat de rire, tu vois. Ouais, tu vois. Et tu as des gens qui sont persuadés qu'ils t'ont vu à tel endroit. Bon, ça m'est arrivé. Je ne veux pas me comparer à ces grands noms de la chanson française, mais ça m'est arrivé quelquefois, on me dise ah, vous habitez là, vous êtes aussi. Ouais. Alors des fois tu dis oui, des fois tu dis non. Quand tu as pris de l'âge, tu finis par dire non, parce que sinon le gars il te tient pendant 3 quarts d'heure. Pierre t'accompagnait à la contrebasse principalement, mais tu l'as dit tout à l'heure, il était violoniste de formation. Est-ce qu'il est arrivé de sortir le violon pour t'accompagner toi? Une fois. Une fois, avec des amis de Baume de Venise, l'Académie de Baume de Venise, qui existe toujours. D'ailleurs, mes amis Philippe Colomb et Claude, son épouse, dans le cadre des soirées culturelles, si on peut dire, de l'Académie, ils avaient décidé de faire une soirée qui m'était consacrée, qui me serait consacrée, et ça s'appelait Un homme, une vie, qu'ils ont fait l'année suivante avec Alain Bombard, naufragé volontaire bien connu. Et cette soirée, eh bien, il m'avait demandé d'avoir des invités. Alors évidemment, j'avais eu Guy Bonnet, Pierre Nicolas, que j'avais fait venir, Pierre Paul, celui qui m'avait traduit les chansons de Brassens en provençal, Georges Brun, la mémoire de Carpentras, qui parlait des années 46, puisque c'est mon année de naissance, et à ce sujet, Georges Brun, qui avait un humour décapant, un humour magnifique, quand le meneur de jeu, donc en l'occurrence Philippe Colomb lui dit bon, mais Georges, maintenant, parlez-nous de l'année 46, et Georges Brun parle de ce qui s'est passé en 46. Et il conclut son intervention en disant finalement, en 46, comme vous pouvez le constater, il avait pris des événements mineurs. Il s'est
pas passé grand-chose, à part la naissance d'Antoine. Alors un éclat de rire dans la salle, y compris le Pierre Nicolas qui fait « Ah !» il riait comme ça parce que ça avait été tellement bien amené. Voilà. Et donc ce jour-là, j'avais décidé de faire aussi une chanson qui s'appelle Je me suis fait tout petit, mais non pas chanter, mais en solo. Voilà. Et j'avais Bruno Levé aussi, qui était un de mes invités et qui avait chanté en haut de la Clairefontaine en façon bossa nova. Qui était là aussi, bon, qui jouait, qui m'accompagnait. Moi, je faisais le solo de la chanson. J'avais comme troisième guitariste un ami, Bernard Bouvier, à qui j'avais appris à jouer le premier rudiment de la guitare parce qu'il avait fait une performance. Voilà. Il était menuisier, comme tout menuisier qui se respecte, il lui manquait cette phalange, il était coupé la phalange. Et alors, il avait pris, Django Reinhardt, si on peut dire, un doigté particulier avec le petit doigt pour pallier l'absence de phalange de l'annulaire. Il ne pouvait pas faire tous les accords, bien entendu, du barré. Du barré qu'il ne pouvait pas faire, bien entendu. Quoi. Et Pierre, Jean-Luc Désé, donc, était à la contrebasse, mon contrebassiste habituel, et Pierre s'était mis au violon. Et Pierre avait joué avec cette superbe sonorité, parce qu'il avait une sonorité magnifique au violon, voilà, qui s'est transmise finalement à la contrebasse quand il jouait à l'archer, parce qu'il avait le coup d'archer des violonistes, voilà. Du 19 au 25 juin 1989, il participe aux dernières journées Brassens à 7. Qu'est-ce qu'il pensait de manière générale de ces manifestations en l'honneur de Brassens? Ah ben, je peux te dire que la première fois, quand il revient du premier festival Brassens, il passe à la maison. Il vient passer 1 ou 2 jours. Et quand il sort de la voiture, je vais à sa rencontre, je lui dis, alors, ce festival, hein, ça s'est bien passé. Il me dit, ah putain, dans pas longtemps ils vont mettre Georges dans les pots de chambre. La publicité qui avait été faite sur ce festival, tous les commerçants évidemment avaient joué la carte Brassens. Alors tu avais des maillots de bain avec sur les bonnets des maillots de bain de femmes, les fichiers de Brassens, dans les assiettes c'était Brassens, les couteaux Brassens, enfin c'était, jusqu'à ce que Pierre dise, un jour ils vont mettre Brassens dans les pots de chambre. Voilà. Donc il déplorait ce côté commercial. Ah oui, il a beaucoup, il a été beaucoup en désaccord avec ce côté mercantile. Voilà. Mais durant ces festivals Brassens, il était quand même invité d'honneur. Oui, il était invité d'honneur, il était musicien. Il ne jouait pas tout le temps, mais ça a vite dérivé en réunion parisienne de certains artistes connus et moins connus qui venaient passer une semaine aux frais de la ville de Sète, quoi. Ça s'est passé. Et au bout de 10 ans, ben, ça a pu fonctionner, quoi. Ça n'a plus... chose qui n'est pas arrivée au Festival de Vaison, hein, qui a su justement, où Georges Boulard a su justement bien cadrer, bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas ce genre de dérive. De toute façon, en juin 89, c'est les dernières auxquelles il a participé, Pierre. Eh oui. Il était déjà bien malade, puisqu'on lui a diagnostiqué quelques mois plus tôt un cancer généralisé. Oui. Comment est-ce que toi, tu as été mis au courant et quelles ont été tes premières réactions? J'ai pas été au courant véritablement. Je savais qu'il était pas bien portant, qu'il avait de l'emphysème. Il avait des difficultés. C'est des choses que tu voyais à respirer. Oui, parce que, par exemple, il y a certains gars-là, on était allé à Haïti. Il n'était pas venu. parce que c'était trop pénible pour lui. Et puis
je ne sais plus le dernier gala. Je ne sais plus le dernier gala que nous fîmes ensemble. J'arrive pas à me souvenir où c'était. Tu vois, et puis, ça c'est vite allé. Après, parce que quand Odette m'a téléphoné, Odette, sa femme, m'a téléphoné, elle me dit voilà, Pierre est rentré à l'hôpital, il avait été pris en charge par une ambulance sur le périphérique. Et je crois qu'il allait ou qu'il sortait d'une répétition avec Traîné. Et là, il a fait un malaise. Il a fait un malaise dans, comment dirais-je, dans l'espèce d'embouteillage qui s'est produit suite à cet accident. Et il n'était pas très loin de l'ambulance, si bien qu'il y a quelqu'un qui s'est ému de voir Pierre dans cet état, qui avait des problèmes pour respirer, et qui a averti les ambulanciers, qui l'ont embarqué immédiatement avec l'accidenté. Voilà. C'est du moins ce que Odette m'a dit. Voilà. Et 15 jours après, à peu près 15 jours, à ce jour-là, Odette m'appelle, me dit voilà, Pierre, c'est fini, il est mort cette nuit. Voilà. Et là, je t'avouerai que ça m'a fait un gros choc. Un gros choc parce que je perdais un ami, véritablement un ami, je perdais un personnage qui avait été très important dans ma vie musicale. Voilà. Et la seule chose que je regrette vraiment, c'est que je n'ai pas pu aller sur son enterrement, parce que j'étais donc en activité, le prof de gym à cette époque-là, et mon directeur n'a pas voulu me laisser partir. Il me dit, si je laisse partir tous mes profs pour des enterrements, je ne vais voir plus personne. Il n'avait peut-être pas tort, mais il savait que c'était Pierre-Nicolas, mais bon, voilà. Je ne peux pas épiloguer sur ce que j'ai ressenti ce jour-là, mais bon, il a mieux valu que je n'ai pas un fusil, parce que sinon, j'aurais eu une mort sur la conscience. Voilà. Et malheureusement, Pierre est parti sans ma présence. Joël Favreau, évidemment, a assisté à l'enterrement. Yves Michel y était également. Oui. Il m'a raconté dans la dernière interview que le monde du spectacle, il n'y avait pas grand monde. Non. Du spectacle. Non, certainement parce que, comme pour le public, Pierre était considéré comme un subalterne. Pas pour ce mot, mais comme le second. C'est ça, tu vois. Et puis c'est un sale milieu, hein. Il faut pas se voiler la face, tu vois. Si tu es bon, si tu es très bon, eh ben, tu suscites des jalousies. Si tu es pas très bon, tu suscites des moqueries. Si tu es mauvais, eh ben, on a vite fait de t'éliminer. Tu vois, c'est un milieu qui est un milieu dangereux, si on peut dire. Dangereux moralement, quoi. Voilà. Son décès le 21 janvier 90 passe quasiment inaperçu, comme je te disais par rapport à l'enterrement. C'est toi qui vas prévenir un journaliste. Je préviens Jean-Luc Galini. Jean-Luc Galini, il était à l'époque donc directeur des programmes de RMC. Voilà. Il avait fait un passage relativement éphémère, je crois, pendant un an et demi, sur une radio libre qui s'appelait RCVL, Radio Carpentras Ventoux Luberon, où j'étais chroniqueur, et j'avais beaucoup d'amitié pour Jean-Luc, qui était vraiment un grand professionnel, vraiment un grand professionnel de la radio,
Et nous avions gardé contact, Jean-Luc et moi. Je l'appelle, et je lui dis, et voilà, Pierre-Nicolas est décédé, est-ce que tu peux le faire annoncer sur les ondes de Radio Monte-Carlo? Est-ce que tu peux aussi, je dis moi je connais personne, hein, est-ce que tu peux, si tu as des entrées à TF1 ou Antenne 2, il me dit, mais pas de problème. Je le fais ça tout de suite, ça sera TF1, Antenne 2, je le fais diffuser sur RMC, tu peux compter sur moi. Voilà. Il transmet l'information, mais bon, les Parisiens, et des fois on se demande ce qu'ils comprennent. Tu vois, si bien qu'à TF1, ils annoncent la mort de Pierre-Nicolas, décédé à Avignon. Parce que l'information venait soi-disant d'Avignon, alors qu'elle venait de Monte-Carlo, tu vois. C'est un peu l'histoire du téléphone, tu sais, quand tu dis quelque chose à une oreille, et puis à la fin... C'est comme quand ils ont dit que Brassens était décédé à 7. Oui, voilà, oui, alors que c'est à Saint-Gély-du-Fesque, c'est ça, oui. Bon, toi, tu continues quand même le spectacle 30 ans de chansons. Oui. Le temps passe, 40 ans, enfin 30 ans sont passés depuis la mort de Pierre. Toi, quels souvenirs tu en gardes au quotidien? Qu'est-ce qui t'a apporté dans ta vie de tous les jours? Il m'a apporté musicalement, il m'a apporté la rigueur du rythme, l'exigence musicale. Il m'a appris aussi comment dirais-je, à prendre du recul sur ce que on peut dire sur moi ou sur un autre, je veux dire, musicien, tu vois. Et il m'a dit, tu sais, c'est pas un milieu franc. Méfie-toi toujours des turiféraires qui dès que tu vas faire une petite faute, vont te tomber à bras raccourcis dessus. Mais ils se garderont bien de dire que c'est eux, tu vois. Et j'ai gardé ça, j'ai appris ça de Pierre, d'avoir toujours cette réserve sur ce que l'on peut dire sur moi, sur ce que l'on dit sur moi, sur ce que l'on pense de moi, tu vois. Je sais très bien que si je meurs, parce que ça m'arrivera un jour, 2 jours après, on ne pense plus à moi, hein, parce que c'est comme ça, parce que ça va vite, parce que dans ce milieu, il faut que ça soit immédiat et que 2 jours après, si ça ne va plus, hop, on déjecte. Alors. Mais André, merci de nous avoir reçus chez toi, de nous avoir permis de te suivre sur les traces de Pierre-Nicolas. Ce fut un plaisir. Un plaisir de te partager. Et on va se quitter en chanson. On va enfourcher la guitare. Allez. Et je crois que tu vas... chercher grand-mère. Voilà, tu vas chercher grand-mère. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise, au fond des ports, disons pour les ports. Il naviguait en péropénal sur la grande mare des canals et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuants émergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salon, mais des amis franco de bord, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorrhe, C'était pas des amis choisis par Montaigne et la poésie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toutes voiles dehors. Jean-Pierre, Laurent et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confitement, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, Et quand
sardines étaient en détresse, que leur balançait des SOS. On aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de la paix. Quand l'un d'entre eux manquait sa porte, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun ne sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait-on père pénal sur la grande mare des canals, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.